Alors essayons quelques minutes si vous voulez bien, prendre cette position de méditation. Qu'on doit percevoir comme inspirante. Et même si on n'est pas assis en lotus complet, c'est pas grave. Et on observe que dans l'esprit, il y a deux choses. Il y a ce qu'on doit faire et ce qui nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on voudrait faire, c'est observer le souffle. Et ce qui va nous permettre de l'observer, c'est de ne pas l'oublier, en ce sens de rester connecté à lui. C'est la pleine conscience. On se remémore de l'objet en ce sens que l'objet apparaît et il est contacté par notre conscience en temps réel. Si vous arrivez à simplement maintenir une appréhension du souffle, c'est que votre pleine conscience opère. Et toute la technique, ça va être de commencer à distinguer des choses qu'on ne distingue pas pour commencer. En fait, quand on commence à méditer, ou même quand on a déjà médité un peu, il y a plein de choses qu'on ne distingue pas. On a l'impression que c'est tout un peu pareil. Les distractions sont toutes identiques. On ne fait pas la différence quand on a envie de dormir, quand on est juste qu'on manque d'enthousiasme. On a du mal à distinguer ce qu'il y a dans l'esprit. Et ça, c'est sans doute lié au fait que, ben voilà, on est, nous, êtres humains, dans notre monde, très portés sur les objets matériels, mais tout ce qui est immatériel, par le fait qu'on n'y passe pas beaucoup de temps, ben, c'est difficile à distinguer. Parce qu'il y a une autre chose qu'on peut distinguer, c'est que ben, les distractions sont de différents types. Il y en a qui sont complètement, qui sont tellement fortes qu'elles nous font totalement perdre l'objet de méditation. Puis d'autres où on a l'impression que ben, on ne perd pas complètement le souffle. Faites l'expérience de voir la différence entre les deux. Une forme d'exploration. Et même de dresser la limite entre
une distraction grossière et une distraction moyenne, une distraction qui nous fait complètement perdre l'objet d'une qui ne fait pas complètement perdre l'objet, c'est subtil. Parce que parfois on a l'impression que pendant un quart de seconde, pof, on est focalisé sur notre pensée. Mais je pense que perdre le souffle, et ça les textes ne le disent pas, hein, ça c'est mon interprétation, perdre le souffle, c'est pas nécessairement quand on a l'impression que pendant un quart de seconde on vient avoir une pensée, parce que ça voudrait dire qu'on n'a que des distractions grossières. Distraction moyenne, peut-être qu'elle nous donne l'impression pendant quelques secondes d'être totalement sur cette distraction, mais on n'a pas l'impression de revenir sur le souffle, comme s'il était encore là derrière. Et ça, c'est par l'expérience, la répétition, les heures de vol qu'on arrive à faire la distinction entre ces deux types. Parce que vous allez voir que dans cette technique, il y a plein de mots sur lesquels vous allez devoir placer votre expérience, savoir comment traduire ces mots en expérience. Et ça demande pas mal de répétitions, de tests, pour venir trouver ces choses en vous. Essayez de faire la distinction. Et vous êtes encouragé à faire la distinction entre ces deux types de distractions, mais sans ajouter au film de la pensée, sans commenter, sans autant que possible vous répéter ah mais voilà t'es encore distrait, de toute façon que t'as que des grosses distractions, t'en as pas de petites. Non, on n'ajoute pas une strate de commentaires autant que possible. On accepte simplement leur présence en se disant bah voilà, si j'avais pas de distraction, j'aurais pas besoin de méditer. Et c'est par le dépassement de ces distractions que je vais acquérir la concentration. Donc la majeure partie de votre attention est focalisée sur le souffle. À minima, et même quand vous êtes focalisé sur le souffle, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il apparaît toujours aussi clairement ou que vous êtes conscient des micro-variations d'intensité du souffle. Ce n'est pas du tout ça. Quand on commence, et certains d'entre vous méditent peut-être déjà depuis des années, quand je dis commencer, ça ne veut pas dire vous êtes débutant, pas du tout. Ça veut dire quand on commence la méditation, la session de méditation, eh bien, on observe que le souffle, il n'est pas nécessairement contacté dans son entièreté. Et c'est OK. Majeure partie de l'esprit sur le souffle et en périphérie, on distingue les distractions grossières des distractions moyennes. Même si ça nécessite qu'on fasse un effort de mémoire pour se souvenir des pensées qu'on vient d'avoir.
il me semble que reconnaître, commencer à porter attention à nos distractions sous l'angle de les reconnaître si elles sont grossières ou moyennes, c'est plus gentil dans l'esprit que de compter leur nombre et le nombre de fois où elles apparaissent. Parce que là, en fait, le but, c'est pas de reconnaître leur récurrence qui pourrait avoir tendance à faire un peu sombrer l'esprit, mais de simplement reconnaître, voilà, il y en a qui sont simplement des distractions qui me font perdre complètement l'objet et d'autres qui ne me font pas totalement perdre l'objet. En fait, on s'aperçoit que pour que le processus méditatif s'installe, il faut qu'on ait cette pleine conscience qui n'oublie pas, mais également cette vigilance. C'est l'union de ces deux-là qui peut vraiment asseoir une pratique bénéfique. Et on va voir la vigilance peut-être dans la prochaine session exactement ce que ça implique. Mais en fait, c'est l'union de ces deux leviers. L'un qui va se focaliser sur ce qu'on doit faire et l'autre qui se focalise un peu sur ce qui est en périphérie, qui nous empêche de méditer. En fait, il faut qu'on traite à la fois le facteur de l'esprit qui va nous aider à nous focaliser sur l'objet, mais qu'on fasse quelque chose aussi de tout ce qui nous empêche de nous focaliser. On ne peut pas simplement penser qu'en se focalisant, et juste en se focalisant, il y a un moment, toutes les distractions par elles-mêmes, elles vont complètement disparaître. Il va falloir les inclure dans notre pratique, les reconnaître, et c'est par la reconnaissance que ces perturbations vont doucement s'évanouir. C'est les pensées, les distractions, c'est les pensées, les souvenirs, les projections, les jugements, tout ce qui vient dans votre esprit que vous n'avez pas vraiment invité et qui ne sert pas à la pratique de la méditation. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? Est-ce que les restos sont ouverts? Un 1er avril, c'est pas dit, c'est pas gagné. Ça veut dire que je vais devoir marcher. Est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que je vais pouvoir revenir avant 14h30? Ouais, mais si je ne reviens pas, est-ce que la porte va être fermée? Voilà, ça c'est une distraction. Et si au moment où vous avez pensé ça, le souffle il est complètement, il est parti, on peut dire que c'est une distraction grossière. Mais si vous avez ces pensées-là, alors qu'à minima peut-être 10%, 5%, vous avez l'impression que vous n'avez pas complètement perdu le souffle, c'est une distraction moyenne. En fait, on fait des distinctions sur des choses qui sont très, très subjectives. Il y a une forme d'objectivité, mais pour vraiment voir la différence entre les deux, parce qu'elles ne portent pas d'étiquette en fait, les distractions. Elles ne viennent pas avec un code barre, distraction grossière, distraction moyenne. C'est à nous de l'établir en fonction des instructions qu'on reçoit sur comment faire la différence entre les deux. Mais la fonction de ça, c'est surtout de nous faire pratiquer de telle manière qu'on accepte toutes ces choses moyennes, parce qu'elles disparaissent très tard dans la pratique. Ce qui va générer beaucoup plus de détente, parce qu'on se dit, ok, bon, ça disparaît au niveau 8, j'en suis pas là. Ok, elles viennent, j'observe simplement leur présence, et ces choses s'évanouissent. Ok ? Donc, on passe à la prochaine catégorie, qui est la pratique proprement dite. Oui ? L'éléphant. C'est ça que tu es en train de faire. Comment dompter l'éléphant? Le singe, oui. l'éléphant, Oui, c'est ça. C'est ça en fait. Oui. Ben oui, c'est la. Tu as reçu le document, je te l'ai envoyé, je crois, Clément. On parlera du diagramme de Shamatha. Oui, c'est ça. C'est comment. Ouais. C'est pour ça qu'on prend on ne l'a pas ici, si. Non. On ne l'a pas ici, le dessin de Shamatha, je crois. Oui. On le prend de manière descriptive, mais en fait, c'est la méthode elle-même. Ce n'est pas juste une description de ce qui doit se passer. Oh tiens, c'est bien, quand on arrive à concentrer, c'est qu'est-ce qu'on fait à quel moment. C'est ça. Voilà. Et nous, c'est dur de savoir quelle étape. C'est justement pour ça qu'il y a un aspect théorique important pour savoir qu'est-ce que tu dois faire à quel niveau. Parce que si tu génères trop de vigilance au départ, ça va nuire à la pleine conscience.
C'est la pleine conscience qui vient s'asseoir en premier dans l'esprit, puis la vigilance, puis l'effort joyeux. Il y a une séquence en fait. C'est pour ça que je reviens un peu à ce que tu disais, que ce qui te permet de méditer 20 minutes ne va pas être suffisant pour te faire méditer 5 heures, par exemple. Parce qu'il y a des leviers qu'il va falloir commencer à activer, parce qu'après 20 minutes, quelqu'un peut être très concentré pendant une durée limitée, quelqu'un qui fait des jeux vidéo, par exemple. On prend souvent l'exemple dans le bouddhisme d'un sniper. Bah lui, oui, il peut avoir une concentration, il attend, il est focalisé. Mais déjà, c'est pas quelque chose qui est bénéfique. De deux, c'est pas quelque chose qui va pouvoir tenir sans effort pendant très longtemps. Trois, c'est pas quelque chose qui va conduire au calme mental. Mais c'est pas aussi non plus quelque chose qui génère de la détente. Je suis pas sûr que le sniper, en rentrant de sa journée de travail, se dire « Waouh, je pense que j'ai atteint un niveau de sérénité. Je vais revenir, je vais refaire une petite session de… » Non, je pense que c'est pas vraiment le cas. Mais il y a à minima une certaine concentration. Mais la concentration ne suffit pas. Il faut qu'on ait la méthode pour mettre en œuvre les leviers de l'esprit pour asseoir une détente et une stabilité, une clarté intense dans l'esprit. Alors, le processus méditatif, c'est le prochain point. Donc là, Lama Tsongkhapa explique un peu les sources qu'il a utilisées pour aborder cette pratique de shamatha. Et il dit que la méthode en 5 fautes et 8 antidotes provient d'un texte de Maitreya qui est la séparation du milieu d'entre les deux extrêmes, le Madhyanta Vibhanga. Voilà, je ne vais pas trop revenir là-dessus, enfin développer. Et les 9 étapes qui conduisent à shamatha sont développées dans le texte des niveaux des Shravaka d'Asanga dont j'ai déjà parlé. Et il y a Yondendrak qui dit « Ceux qui ont les préconditions à la concentration atteindront définitivement, sans aucun doute, la concentration s'ils utilisent ces méthodes et qu'ils s'y attellent. Aujourd'hui, les traditions orales prétendument profondes sur la pratique de la méditation ne mentionnent même pas ces techniques. Et ces textes ne disent pas non plus que sans les préconditions pour la concentration et ces techniques, vous n'atteindrez pas le calme mental. En fait, ce que dit Lama Tsongkhapa, c'est que lui, il a dû quand même déterrer pas mal les textes de sources sûres, de grands maîtres d'une lignée ininterrompue, sur la manière de pratiquer le calme mental. À son époque, il y avait pas mal de yogis et de méditants qui ne mentionnaient même pas ces techniques et qui pensaient que simplement en focalisant l'esprit sans objet, mais même sans objet de méditation, on puisse atteindre shamatha. Donc là, il exhorte en fait le lecteur à se servir de ces instructions comme vraiment des leviers importants pour développer le calme mental. Et il dit ensuite, Lama Tsongkhapa, ceux qui pratiquent sur la base de ces textes classiques uniquement sont aussi rares que des étoiles en plein jour. Ceux qui imposent sur ces textes les tâches de leur propre compréhension partiale n'extraient qu'une compréhension superficielle et prétendent que les instructions qui révèlent le sens profond est à chercher ailleurs. Donc là, le texte dit, en fait, il y avait très peu à l'époque de Lama Tsongkhapa au XVe siècle de gens qui maîtrisaient la théorie de comment produire une absorption méditative dans l'esprit, et que
ceux qui parfois se servaient de ces textes-là, néanmoins, avaient tendance à les faire un peu à leur sauce. Donc à traduire ces textes avec leur propre comment dire, leur propre faute en fait. Ils avaient une compréhension fragmentée du texte et ils venaient surimposer leur propre faute à l'intérieur de la méthode. Ce qui fait que les gens qui recevaient cette méthode avaient du mal à savoir qu'est-ce qui vient vraiment des textes et qu'est-ce qui est quelque chose qui vient du maître. Et sachant que quand on voit le niveau de technicité du pilotage de l'esprit, un bouton placé à un mauvais endroit peut conduire à une pratique qui ne va pas faire le même effet que si c'est employé dans le bon sens. C'est pour ça que nous, dans la tradition tibétaine, on est très très soucieux de sourcer les propositions, parce que parfois on peut avoir l'impression que ce n'est pas juste, mais si on vient donner son propre commentaire, on peut transformer la technique, et puis pour d'autres personnes, ça peut porter atteinte à leur pratique et au développement du calme mental. Et Lama Tsongkhapa était très soucieux, encore une fois, de se servir de ces textes classiques parce qu'il se disait, voilà, ça vient de Bouddha, donc comment on peut faire l'impasse sur ces méthodes? Et moi, à un niveau personnel, je me rends compte que plus on vient plonger dans ces méthodes-là, plus on comprend ce qui se passe, plus on comprend la psychologie de la concentration, plus on comprend les différents leviers qui viennent se placer dans la pratique méditative. Alors, il y en a de Maitreya. Maitreya, qui est considéré comme un Bouddha dans la tradition tibétaine. Asanga, qui est celui qui a révélé les textes de Maitreya, mais qui a aussi composé ses propres textes, qui est un maître indien. Il y a les textes de Kamalashila, autre maître indien. Il y a les textes de Ratnakarashanti. Il y a des textes de... C'est surtout Asanga, en fait, qui a servi de base à Lama Tsongkhapa pour la pratique de Shamatha. Et puis Bouddha Shakyamuni, bien entendu. Ok. Alors, maintenant, on va commencer à parler des objets de méditation. Les différents types d'objets de méditation. Alors, pour Shamatha, on peut cultiver Shamatha sur le souffle, oui ou non? Oui. Qui dit non? On l'a vu la fois dernière, mais je veux voir juste si en ligne. On peut atteindre Shamatha avec le souffle? Cultiver, alors atteindre. Atteindre Shamatha avec le souffle, oui ou non? Tu dis oui, ok. Oui, on peut. Souvent, dans la tradition tibétaine, on présente plutôt 3 types d'objets pour atteindre le calme mental. Il y a 1, le souffle, 2, une visualisation, c'est-à-dire un objet visualisé dans la sphère mentale, comme si on l'imaginait. Et 3, la nature de la conscience. C'est à peu près les 3 objets qu'on emploie souvent. Là, Tsongkhapa, il va en présenter beaucoup plus que ça. Et là, je vais me servir un peu de source aussi dans la tradition Theravada pour voir que c'est assez similaire, en fait, la présentation des objets de méditation. Ce que dit Tsongkhapa, c'est que comme on va quand même passer pas mal de temps à cultiver le calme mental, il serait quand même bon qu'on se serve d'un objet qui va nous rendre service. Et ils ne sont pas tous pareils, les objets, pour nous rendre service. Une personne qui a une propension à être dans l'hostilité, la colère, ne va pas nécessairement choisir le même objet que celui qui a plutôt une propension à avoir de l'avidité dans son esprit, ou une très forte distraction, une forte discursivité. En fait, il est présenté que comme on va passer beaucoup de temps à méditer, choisissons un objet qui va nous faire du bien, qui va nous soigner. Et ça, c'est
on en fait souvent un peu l'impasse parce qu'on a l'impression que parce qu'on est dans la tradition tibétaine, il faille uniquement se focaliser sur l'image visualisée d'un Bouddha. C'est ce qu'on entend et c'est ce que Tsongkhapa dit, c'est un des meilleurs objets. Mais après, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Non, le Lamrim dit aussi que pour une personne qui a une forte avidité pour le corps physique, on peut méditer sur le facteur pas très sexy, pas très glamour du corps aussi. Ce qu'on appelle les différents types d'impureté. Mais c'est pour ça que je préfère pas dire impureté dès le départ, parce qu'on a l'impression que le corps est impur. Non, en fait le corps n'est pas impur, mais on le considère parfois sous l'angle d'une exagération positive, et là en fait on vient rétablir un peu l'équilibre en disant le corps, il n'y a pas que des trucs sexy dans le corps quand même. Hein, il y a quand même des trucs qui ne sont pas non plus super inspirants, en tout cas à l'intérieur. Pour des personnes qui ont un attachement et une avidité pour le corps, on va proposer que ces personnes-là puissent atteindre le calme mental sur cet objet, l'impureté du corps. Donc là, ils peuvent méditer sur les éléments dans le corps. Dans le corps, il y a du sang, dans le corps, il y a des poumons. Les poumons, c'est pas très sexy. Il y a de la moelle, il y a de la sueur, il y a du mucus, il y a la cervelle, il y a... et c'est pas... Le but, c'est pas d'avoir une aversion pour ces objets-là, parce qu'en fait, on se rend compte que méditer sur le corps, il y a un moment, de toute façon, on va ressentir une énorme joie et une énorme souplesse de l'esprit, une énorme détente, même si on médite sur un truc qui n'est pas forcément très glamour. Ça, c'est un point important, ça. C'est qu'il y a des objets qui nous semblent des objets difficiles, mais dites-vous bien que quand on cultive le calme mental, on le fait avec grande détente et grande joie aussi. On peut voir un tas de compost comme étant répugnant, et on peut voir un tas de compost avec énormément de joie. C'est un peu la même chose en fait. On voit le corps en se disant, voilà, c'est plein d'éléments. C'est vrai qu'il y a des excréments, c'est vrai qu'il y a des fluides gastriques, c'est vrai qu'il y a un pancréas, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas très glamour, mais on peut le faire avec une énorme joie aussi. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on parle d'impureté qu'immédiatement il faille se dire, il faut que ce soit douloureux, il faut que je souffre quand je médite, pas du tout. Oui ? Oui. Et après, tu disais qu'il fallait qu'on regarde sous tous les angles. Oui. Quand on médite sur le corps, ça voudrait dire qu'on change de partie du corps ou on reste sur le poumon et on le voit sous tous les angles? Alors ça, c'est une bonne question, ça. Est-ce que vous avez entendu la question en ligne? Non. Tu nous dis, la fois dernière, on a visualisé plusieurs objets, et puis là, est-ce que quand on visualise les parties du corps où cette visualisation qui est censé réduire l'attachement ou l'avidité, est-ce qu'on se focalise juste sur le poumon ou on passe d'une partie à l'autre? C'est ce qu'on va voir. Je laisse ta question en suspens parce qu'on va voir exactement comment on fait. Comment on fait quand l'objet, il y a plein de trucs dedans? Comment on fait une méditation? On place l'esprit quand dans cet objet, il y a plein de choses. Mais je pourrais te dire, c'est un peu pareil avec le souffle. Le souffle, tu as l'inspire, c'est pas du tout la même chose que l'expire. Et même dans le souffle, tu as le moment où tu arrêtes de respirer aussi. Et dans le souffle, tu as le début de l'inspiration, le milieu de l'inspiration, la fin de l'inspiration. Tu as plein de choses en fait. C'est quoi le dénominateur commun? Je laisse la question en suspens. Donc, Lama Tsongkhapa présente des objets et il dit qu'on peut choisir un objet parce qu'on sait qu'il peut servir d'antidote à quelque chose qu'on identifie comme un peu toxique dans notre esprit. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut choisir notre objet de méditation en fonction de nos propensions et nos perturbations mentales, ou est-ce qu'on choisit un objet parce qu'il nous inspire? C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on va choisir un objet pour diminuer nos perturbations mentales, ou est-ce qu'on va choisir un objet parce qu'il va nous inspirer? Alors, qu'est-ce que vous avez comme... qu'est-ce qu'il faut faire plutôt? Alors, si, il va falloir que tu choisisses. Parce que pour le calme mental, il vaut mieux rester sur un objet. Et en fait, le Lamrim dit, en fait, ce n'est pas définitif, en fait, c'est à vous de voir, ça va dépendre de vos capacités aussi. Alors, on va rentrer dans les détails.
Mais je vais commencer par parler des textes Pali. Avant de proposer ce que dit Tsongkhapa, je vais voir ce que la tradition Theravada présente. Et je vais citer le chemin de purification qui s'appelle le Visuddhimagga, qui est un grand texte qui est écrit par Buddhaghosa, grand maître indien, qui a permis à la tradition Pali d'exister, parce que je crois que le langage Pali, d'où sont dérivés la plupart des textes dans la tradition Theravada, vient de Buddhaghosa. Et il a écrit le Visuddhimagga, qui est le chemin de purification, et il présente 40 objets de méditation qu'on peut choisir. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus que le souffle. Il dit, pour quelqu'un qui a une propension à l'avidité, on va choisir la pleine conscience du corps, par exemple, ou les 10 formes d'impureté du corps. Alors, les 10 formes d'impureté, si je dois rentrer un peu dans les détails, c'est quelque chose qui est censé calmer la perturbation mentale de l'avidité. Moi, je sais que ça m'aide bien, ça. Ça, c'est une méditation qui fonctionne bien. Donc, on peut visualiser toutes les parties du corps et voir, en fait, quand je perçois le corps comme étant pur ou plaisant par nature et que j'enlève un petit peu l'enveloppe et que je vais voir ce qui se passe à l'intérieur, je me dis, bon, ok, François, t'exagères un peu là, tu vas un peu loin. Donc, on visualise soit les différentes parties du corps, toutes quelles qu'elles soient, les différents fluides, les différentes matières, les différentes parties, les os, la moelle, les tendons, les muscles. C'est assez bénéfique comme méditation, ça calme pas mal. On peut faire aussi la méditation de l'impureté, de qu'est-ce qui se passe, comment le corps se comporte après la mort, par exemple, pour quelqu'un qui... la transformation des éléments dans le corps, une fois que le cœur a cessé de fonctionner, ça peut servir. Et il y en a plusieurs, des types. Visualisation d'un squelette, visualisation de... C'est 10 formes d'impureté. Quelqu'un qui a une forme d'aversion pour son corps, par exemple, je ne vais pas lui conseiller de méditer là-dessus. C'est là aussi que, quand on dit que la méditation de calme mental, c'est une forme de pilotage, la forme de pilotage, c'est de choisir un objet qui convient à notre prédisposition. Moi, quand j'enseigne ces méditations et que dans l'assistance, il y a des gens qui ont une forte avidité pour leur corps, ça ne fait pas un bon résultat. Aversion. Oui. T'as dit avidité. Aversion, pardon. L'aversion pour son corps, ne méditez pas là-dessus. Donc ça, c'est ce que dit Buddhaghosa. Il dit, pour ceux qui ont une prédisposition à la colère, on va plutôt méditer sur les différentes couleurs. On prend en général les 4 couleurs primaires dans le bouddhisme, jaune, blanc, bleu et rouge, je crois. C'est les 4 couleurs primaires. En fait, on médite simplement sur une image visualisée de couleurs, comme si on voyait que du rouge ou que du bleu. Ça, c'est plutôt positif pour les gens qui ont une tendance à générer dans leur esprit de l'hostilité. On peut méditer également, pour une personne qui a cette prédisposition particulière, sur la compassion, l'amour, l'équanimité, la joie, ce qu'on appelle les Brahma-vihara en sanskrit. Et comme dans la pratique du calme mental, encore une fois, on va passer pas mal d'heures de vol, choisissons quelque chose qui nous fait du bien. Oui. On médite là sur le ressenti ou sur Alors, c'est pas une méditation analytique, là. Ouais. Là, c'est une méditation de focalisation. On va voir exactement comment on peut faire pour méditer sur ces trucs. Ça paraît complexe quand même. Comment on fait pour méditer de calme mental là-dessus ? Pour quelqu'un qui a une tendance à la discursivité ou à la spéculation, mais je pense que c'est un peu des synonymes ou des différentes traductions qui sont employées pour la même chose, on propose la pleine conscience du souffle. Et Tsongkhapa dit exactement la même chose. Des gens qui ont une forme de verbalisation mentale sans arrêt, il y a une petite voix dans la tête où on est sans arrêt en train de penser à un truc, une forme de rumination, le souffle peut être bénéfique.
Alors si vous vous dites, ouais, mais moi j'ai ces trois là. Déjà, moi j'ai quand même un peu souvent de la colère, l'avidité, oui, pas mal aussi, discursivité sans arrêt. Ben, il va falloir choisir. Sans doute le plus important, euh, le plus fort. Des gens qui ont un tempérament à avoir une aspiration, la foi, eh ben, on va conseiller que des personnes comme ça puissent méditer sur les 6 remémorations. On se remémore les qualités d'un Bouddha, les qualités du Dharma, les qualités de la Sangha, on se remémore nos propres qualités et les qualités des autres, on se remémore la générosité des autres. Ça, pour quelqu'un qui a pas mal d'aspirations, qui a beaucoup de convictions, ça peut être bénéfique. Et on voit que pour cette personne, on ne prend pas un objet de méditation sur la base d'une perturbation mentale. Vous voyez la différence? Là, on prend que si on a beaucoup de convictions, on va prendre un objet qui va stimuler ces convictions encore plus. Donc le choix de l'objet de méditation peut être à la fois dans la diminution des perturbations mentales ou bien dans l'accumulation d'une force positive en nous, dans quelque chose qui est déjà présent dans notre esprit. Et ça, c'est à vous de choisir, il n'y a pas vraiment de règle. Alors, ceux qui ont un tempérament plutôt intelligent, tempérament analytique assez fort, les gens qui aiment bien analyser, on va conseiller la pleine conscience de l'impermanence, la mort, la remémoration de la paix, la définition des 4 éléments, la perception du caractère répulsif des nutriments, perception des caractéristiques répulsives de la nourriture en fait. Pour ça, le but c'est de dissiper l'attachement, pas l'attachement, l'avidité qu'on a pour la nourriture. Ça ne va pas être de dire la nourriture c'est des excréments, c'est pas ça, mais c'est de voir qu'en fait la nourriture on en fait un cas énorme, mais dès que c'est passé la langue, des gens ne le sentent plus, et puis après ça se transforme en un truc qui n'est pas du tout... enfin, le glamour de la nourriture, il reste pas longtemps quand même. Hein. Et c'est étonnant parce que si je prends une nourriture très très... une petite tartelette au citron que je suis allé acheter chez un grand pâtissier, je le laisse 2 minutes, je le mâche et je le recrache, c'est presque le même. Hein. Mais le lendemain, je ne vais pas vouloir le reprendre. Hein. Et ça vient de ma bouche pourtant. Hein. Donc ça, c'est un petit peu des méditations pour calmer la prédisposition de l'esprit à faire de la nourriture trop de cas en fait. Voilà, pour les prédispositions intelligentes. Les autres kasinas, les kasinas c'est ce qu'on appelle une entièreté. Je ne vois pas exactement le lien là, mais il doit y en avoir un. Parce qu'il y a des gens effectivement qui veulent toujours plus de connaissances et c'est pas forcément positif aussi, donc il y a peut-être aussi une perturbation. Alors intelligence, je pensais plutôt le côté positif là. Alors ensuite, on encourage la méditation sur les 4 types d'éléments, l'élément feu, l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, comme objet de méditation pour tout type de tempérament. Ça, c'est pas vraiment dit pour quel type de tempérament ils sont destinés. Donc brièvement, le Lamrim dit, pour ceux qui ont une propension à l'avidité pour le corps, méditer sur le côté non glamour du corps. Pour ceux qui ont un tempérament à la colère, méditer sur la bienveillance. Pour ceux qui ont un tempérament
à l'ignorance de méditer sur la coémergence, la production conditionnée. Vous allez dire, mais comment on médite sur le calme mental là-dessus? C'est vachement dur. Ça semble pas très... Moi, je préfère le souffle, hein, c'est quand même plus simple. Pour ceux qui ont une prédisposition à la prétention de méditer sur les différents constituants, et les 6 constituants dans le bouddhisme sont la terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace et la conscience. En fait, on dit que c'est un antidote à la prétention parce que c'est tellement compliqué d'aller dans ces trucs-là qu'en fait, on va vite voir qu'on ne sait pas grand-chose. Ensuite, objet de méditation pour les prédispositions discursives, méditation sur l'inhalation et l'exhalation. Inhalation. Inhalation. Ouais, mais ça se dit inhalation, non? C'est quoi l'opposé de l'inhalation? Inhalation, c'est quand on est malade et qu'on se met au-dessus. Ah d'accord, parce qu'en fait, tous les textes sont en anglais, je fais la traduction en même temps, donc l'inspire et l'expire. Parce que exhalation, ça fait un peu bizarre quand même. Ok. On pourrait atteindre le calme mental en méditant sur la vacuité. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Il faudrait comprendre ce que c'est la vacuité. Alors d'accord, ok. Est-ce qu'on pourrait atteindre le calme mental en choisissant l'impermanence, par exemple? Oui, je l'ai dit? Oui. Je l'ai dit ça? Ouais. T'es sûr? Nourriture. Pleine conscience de l'impermanence pour les personnes qui font trop de cas de la nourriture ou qui sont trop intelligentes. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je l'ai dit, donc je peux plus poser, je peux plus poser la question maintenant. Vérifiez si on suit. On pourrait méditer, atteindre le calme mental sur la compassion. Ça, c'est un bel objet, mais c'est complexe. Hein. Comment on fait? On va voir. Hein. Donc, la Tsongkhapa va présenter les différents types d'objets. Ceux que je viens de vous présenter s'appellent les objets pour purifier le comportement, pour transformer le comportement. Mais il y a aussi ceux qui sont destinés à purifier les perturbations mentales. Et là, c'est méditer sur l'impermanence, méditer sur la vacuité, méditer sur les 16 aspects des 4 nobles vérités. Bref, des choses un peu complexes. On ne va pas entrer trop dans les détails. Oui, donc ça c'est complexe hein, pour faire du calme mental là-dessus. Hein. Mais en fait, Lama Tsongkhapa, il dit vous devriez utiliser des objets de méditation qui opèrent une fonction particulière. Ceux qui utilisent et qui veulent accomplir la concentration sur la base de méditer sur des galets ou des petits bâtonnets, comme objet de méditation, sont assez ignorants des enseignements sur les objets de concentration. En fait, il dit, puisque vous avez passé beaucoup de temps, choisissez un truc qui vous sert quand même. Alors à vous de trouver, si vous voulez trouver un objet de méditation qui a tendance à plutôt vous inspirer dans le développement des qualités que vous possédez déjà, ou dans la réduction des perturbations mentales que vous avez. Les gens qui ont une forte prédisposition à l'avidité, la définition, c'est des gens pour qui le moindre petit stimuli va produire une forte avidité. Pour des personnes qui sont comme ça, peut-être qu'on peut encourager la méditation sur les problèmes. Si on a de l'avidité sur la nourriture et quand on médite, on est sans arrêt en train de penser à ce qu'on va se cuisiner, ça peut être bénéfique de méditer sur les problèmes de la nourriture, par exemple. Si quelqu'un a une forte avidité à l'attachement pour le corps, par exemple, notre propre corps ou le corps des autres, ben on peut méditer sur l'impureté. Mais c'est à vous de choisir ce qui est bénéfique. Oui, Cyril? Parce que tout à l'heure, tu as posé une question, tu as dit est-ce qu'on choisit un objet pour réduire nos perturbations ou parce qu'il va nous inspirer? Va nous inspirer, ça veut dire qu'il augmente nos qualités? Oui, c'est plutôt un objet, oui, c'est pas très précis ça.
plutôt un objet qui est porté sur le développement des choses bénéfiques qu'on a. Parce qu'après, il y a les objets. Genre la vacuité, par exemple. Oui, parce qu'après, il y a des objets non seulement qui augmentent nos qualités, mais aussi qui, par exemple, nous permettent de comprendre des choses. Par exemple, si je médite, je sais pas, sur le souffle, c'est pas la même chose que si je médite sur l'esprit. En fait, Non. le souffle, c'est une sensation tactile. Je vais pas apprendre forcément autant que si je médite sur l'esprit. Ah, oui. L'esprit, c'est pas forcément un objet qui en soi a plus de qualité que le souffle ou qui va développer. Mais par contre, je vais peut-être apprendre plus de choses. Donc c'est pour ça, en fait. Alors, tu apprendras plus de choses si tu cultives le calme mental sur la vacuité, mais sur la vacuité, oui. là où c'est bon de méditer sur la vacuité pour le calme mental, c'est que c'est très très nourrissant personnellement, mais c'est beaucoup plus subtil. Le souffle, il est là, bon, j'ai pas à créer, j'ai pas à réfléchir avant, hein, ou très peu. Je fais le souffle, mais la portée est limitée dans ce que ça te permet aussi. Et c'est surtout aussi que méditer sur la vacuité, la plupart d'entre nous ne savent pas méditer shamatha sur la vacuité. Parce qu'on a l'impression que la vacuité, elle n'apparaît que par la réflexion, en fait. Comment on médite sur la vacuité en me focalisant en un point là-dessus? Et tu as dit même sur les différentes parties du corps, comment on fait pour méditer shamatha sur les différentes parties du corps? Parce que si on dit que la méditation de calme mental, elle est focalisée en un point, et que je fais, il y a le poumon, et il y a le cœur, et il y a les os, et il y a les veines, et il y a le sang et la lymphe. Là, je compte les moutons, là, je passe de l'un à l'autre. Comment est-ce que ça peut satisfaire la définition d'une méditation de calme mental, ça? Mais du coup, comment on choisit alors? Est-ce qu'on choisit l'objet qui va réduire plus de perturbations, celui qui va nous faire développer plus de. Ça, c'est faut que tu sondes ton esprit pour ça. Son esprit, c'est-à-dire Ben, savoir en soi. est-ce que faut essayer en fait? On va essayer. Il est vrai il y a des textes qui disent que des Tibétains ont réussi à atteindre le calme mental en méditant sur une corne. Mais peut-être qu'ils n'auraient pas pu atteindre le calme mental s'ils avaient médité sur autre chose, c'est possible. Mais Lama Tsongkhapa dit utilisez quelque chose qui va vous servir. Tu te rends compte, méditer sur shamatha en utilisant à chaque fois quelque chose qui t'est bénéfique, genre l'amour et la compassion, sachant les centaines d'heures ou les milliers d'heures que tu vas passer là-dessus, par rapport à juste méditer sur l'inspire, l'expire. Même si c'est bénéfique, hein, le souffle. Hein. Alors attends, il y avait Liliane qui avait levé la main. Alors Liliane, je ne t'entends pas, mais pourtant ton micro n'est pas coupé. Non, je ne t'entends pas. Alors, juste en attendant, tu avais une question Oui. C'était quoi ma question? Oui, en fait, moi je trouve ça plus inspirant d'aller méditer sur le fait de cultiver quelque chose qui est déjà là et de faire Ouais. comme l'amour. Par Ouais. exemple. Et en même temps, il y a aussi des obstacles. Par exemple, moi j'ai une forte tendance à la discursivité. Ouais. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va vers quoi? Elle trouve très bien l'idée qu'il puisse être proposé qu'on utilise des objets de méditation qui vont venir développer les qualités qu'on possède déjà, mais que tu observes avoir pas mal de discursivité. Donc comment choisir? Choisis celui qui fonctionne le plus, fais des tests. Et puis, je ne peux pas répondre grand-chose d'autre en fait. Hein. Ça, c'est à toi de voir, il faut essayer. Il y a des jours où peut-être méditer sur les aspects plus mentaux est plus difficile. Donc peut-être dans une certaine mesure faire le souffle à ce moment-là. Mais tu disais qu'il fallait choisir plutôt un objet. Ouais, mais quand on dit choisir plutôt un objet, c'est on va atteindre le calme mental en ayant passé pas mal de temps sur un objet. Les dernières étapes, il va falloir vraiment qu'on se fixe sur un objet. Mais au départ, en tout cas, on peut en choisir plusieurs pour faire des tests aussi. Parce que comment savoir si c'est mieux de méditer pour nous sur l'impermanence ou sur la vacuité ou sur le souffle? Il faut faire des tests.
C'est pas juste en se disant, ah ouais, ça, oui, j'aime bien, comme ça sonne bien quand même. Non, il va falloir que par expérience, on en sache un peu plus. Oui, Oui, tu disais des méditations de placement ou les méditations analytiques. oui. Analytique, c'est quand on part dans un concept, c'est ça? On réfléchit sur un concept. C'est quand on vient. Eh ben, je vais rebondir là-dessus maintenant, je pense. C'est le bon moment. Oui, Sophie? Tu fais pour développer, pour méditer autant sur l'amour, il faut le générer au départ et tu restes dessus, c'est ça? Mais Oui. comment tu sais que tu médites là-dessus en fait? Un objet. Comment on fait? Est-ce que quelqu'un a une question? Comment on médite sur l'amour en calme mental sans analyse? On le ressent, on maintient son attention sur le sentiment d'amour, non? C'est ça? Moi, je dirais ça aussi. Sur le cœur. Comment on génère l'amour comme ça, en un point? Concentration sur le cœur. Chakra du cœur. Alors oui, mais moi je peux me focaliser sur mon cœur, là. En général, on va venir. Oui, c'est le cœur plus autre chose, je pense. On peut visualiser l'amour comme étant émanant d'une partie de notre corps, mais visualiser juste sur la partie du corps ne va pas suffire peut-être parfois. Oui? Oui, on doit avoir une étincelle, c'est-à-dire qu'on fait venir à notre esprit quelqu'un ou un animal ou un être qui nous inspire de l'amour. Oui. Et après, une fois que c'est généré, ça vit d'une certaine manière, même si l'objet n'est plus présent. Mhm. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de discursivité par rapport à l'objet en fait. Il n'y a plus de discursivité par rapport à l'objet, oui. Quand, Je pense que l'objet, quand il est présent, j'ai inventé tout ça. Tu as une question? Il y a une question, quelqu'un qui a levé la main. Je suis désolé, Liliane, mais je me pense que tu as un problème avec ton micro, peut-être sur. Ou écris-le sur le chat si tu veux. Sam Addan, c'est ce que je pense que c'est un pseudo. Non, je suis Samantha. Mais, Ah, d'accord, ok. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai une question, c'est plutôt lié aux exercices de visualisation de la session dernière. Et c'est quand j'ai essayé de visualiser, par exemple, la carotte, tous les exercices, j'ai rien vu. Mais ma question, c'est que je ne sais pas si visualiser, est-ce que c'est... Je ne sais pas s'il faut voir une image sur l'écran derrière les paupières ou par exemple quand tu nous as dit de visualiser par exemple le bras du Bouddha, j'ai rien vu mais j'ai eu des soupçons de perception, donc je ne sais pas vraiment ce que c'est de visualiser. Alors, visualiser dans la sphère mentale, c'est un peu comme quand tu rêves en fait. Mais quand tu rêves, c'est souvent en haute définition, sauf que tu te réveilles et tu as déjà tout oublié, ça c'est un autre problème. Mais la visualisation, pour commencer, elle peut être de très mauvaise qualité. En fait, si tu sens que c'est difficile pour toi, c'est peut-être pas ton objet de méditation, parce que peut-être que pour des raisons diverses, tu as une difficulté à visualiser. Mais tu peux observer que si tu répétais cet exercice-là plein de fois dans la journée, il y a un moment où tu commencerais à voir un tout petit peu plus les choses. Et la visualisation qui nous sert de point de départ à la méditation, elle est en réalité de très mauvaise qualité. Si on visualise l'image de Bouddha, par exemple, il ne faut pas s'imaginer à le voir en haute définition tout de suite en se disant « Ok, c'est là-dessus que je vais commencer ». Parce que ça, c'est prendre l'image de l'arrivée, de ce qui va être généré dans l'esprit quand on atteint le calme mental au départ. Donc il faut avoir une impression, simplement. Même une impression de présence. Mais cette impression de présence, elle est magnifiée par le fait que tu vas commencer à dessiner des croquis mentaux. En disant, voilà, j'essaie de visualiser une carotte. Bon, après, si la carotte, tu peux passer à autre chose. Venir stimuler ton imagination. Et tu vas te rendre compte que comme pour quelqu'un qui dessine, tu vas avoir de plus en plus de facilité à faire apparaître dans ton esprit quelque chose. Si tu fermes les yeux, Samantha, ferme les yeux. Est-ce que tu vois le visage de ta maman? Je ne sais pas. Tu ne sais pas.
Mais en fait, ce qui est parfois difficile, c'est qu'on visualise quelque chose, mais on n'est tellement pas habitué à regarder qu'on visualise qu'on a l'impression que ce n'est pas vraiment ça. Mais est-ce que tu pourrais juste penser à un cercle? Je peux penser à un cercle, mais je ne sais pas si je le vois. Alors, tu le vois, c'est avec ton imagination. Mais en fait, il faut que tu retrouves, ou il faut que tu trouves la... Il faut que tu l'exerces, en fait. C'est le résultat d'un exercice. Hein. Ok, merci. Alors, on va revenir à la différence entre la méditation analytique et la méditation de placement. Une question que pose Lama Tsongkhapa, après avoir parlé des objets de méditation, il dit « Mais comment on se stabilise sur les choses comme les agrégats, par exemple ?» Les agrégats, c'est le corps, la discrimination, le ressenti, les facteurs composés, la conscience. Mais ça revient également à ce que tu as posé comme question. Comment on visualise tous les éléments à l'intérieur du corps et faire que ça peut servir de base à la pratique du calme mental. C'est la question qui est posée. Donc là, je vais transposer les agrégats, qui est un autre domaine. Je ne vais pas commencer à parler de ça parce que ce serait trop complexe. Prenons les éléments du corps. Alors le texte dit, en parlant des agrégats, mais on peut le décliner, quand vous comprenez que toutes les choses composées peuvent être incluses à l'intérieur des 5 agrégats, vous les collectez mentalement, graduellement à l'intérieur de ces 5 agrégats. Puis vous les observez et maintenez votre attention sur ces choses-là. De la même manière que la sagesse discernante se développe quand on cultive la différenciation, quand on cultive la collection, on développe la concentration, grâce à laquelle votre attention est maintenue sur l'objet de méditation sans être perturbée par d'autres objets. Ceci est une instruction personnelle de la tradition de la connaissance. En fait, ça c'est pour comprendre par expérience la différence entre shamatha et la pratique de la méditation analytique. La méditation analytique, ça va être de différencier les choses les unes avec les autres. Donc, quand on veut trouver notre objet de méditation, on va commencer par ça. Tu me demandais, Sophie, comment on fait pour méditer sur l'amour? Le meilleur moyen de commencer à méditer sur l'amour, c'est de le produire par analyse, en fait. C'est de se dire, pourquoi je devrais avoir de l'amour pour les autres? À quoi ça me sert? Ou je vais commencer par quelqu'un pour qui je génère de l'amour assez facilement. Ma mère, mon chien, mon chat, mon hamster, Angora, peu importe. On se sert de quelque chose pour lequel on a de la facilité. Et on se dit, pourquoi je devrais générer de l'amour pour les autres? Parce qu'ils m'ont été bénéfiques aussi, ces êtres. La gratitude de savoir qu'il y a des gens qui viennent ramasser nos poubelles, qui font les ordinateurs, qui créent le papier. Voilà, on commence à se rapprocher des êtres parce qu'on comprend ce qu'ils nous ont apporté. Et on finit par avoir de la gratitude. Et sur la base de cette gratitude, on commence à augmenter la possibilité qu'on puisse avoir de l'amour pour tous les êtres. Mais ça, on le fait à travers une forme de compréhension, d'analyse. Mais il y a un moment, ce qu'on a vu la fois dernière, on passe de la sagesse qui est née de la réflexion par la sagesse qui est née de la méditation. Il y a un moment, on n'a plus besoin d'utiliser ces mots et on est cet amour, on produit cet amour. Sans plus avoir à se servir de l'entremise des mots et du raisonnement ou des souvenirs ou de citations même. On vient produire cet amour de manière naturelle. On vient être cet amour. Donc la première étape, ce que dit Tsongkhapa, c'est qu'on vient différencier les choses pour produire une expérience d'amour dans l'esprit. Et puis après, on vient collecter. L'exemple que je prends souvent, c'est l'analyse, en fait, ça va être comme si on avait des grumes de bois qui flottaient à la surface de l'eau et on va venir les compter une par une.
Tiens, ça c'est un chêne, ça c'est un sapin. Le corps, il est fait avec un poumon, il est fait avec le cerveau, il y a une oreille, le sang. Et puis après, on va se dire, ok, le corps, c'est ça. On vient collecter, on vient sortir de l'eau, se mettre sur la rive et se dire, ça c'est le corps. Mon corps, il est fait de toutes ces choses, certaines sont glamour, d'autres pas du tout, mais c'est ça le corps. On vient collecter. C'est ça, c'est la procédure de la méditation de shamatha, de venir collecter. On ne vient plus analyser petit à petit pour comprendre, on vient garder une image d'ensemble. C'est ça, collecter. Donc une fois que j'ai pris connaissance suffisamment de mon corps, si c'est mon corps que j'ai choisi comme objet de méditation, le sang, les reins, les disques intervertébraux, la moelle, les yeux, les dents, les bactéries, la flore intestinale, etc., etc., je me dis, ok, ben le corps, c'est vrai qu'il n'y a pas que du glamour, c'est ça le corps, ok. Et je reste là-dessus, l'impression générale de c'est ça mon corps. Je viens collecter. Et c'est là-dessus que je fixe mon attention. Ça, c'est plus analytique. Quand je collecte, c'est plus analytique. Alors après, c'est vrai que moment par moment, je pourrais imaginer le sang, je pourrais imaginer les poumons, mais je viens plus les distinguer les uns avec les autres pour les différencier. Je viens avoir une image d'ensemble. Ça, il faut que vous trouviez par expérience comment ça se traduit. Je ne suis pas sûr, parce que ressenti, c'est un agrégat, le ressenti. On peut faire la même chose pour le souffle. Si la méditation de shamatha, c'est de se focaliser en un point, comment vous pouvez être conscient du souffle? Faisons l'exercice. J'inspire. J'expire. J'ai déjà deux objets. J'inspire. J'ai le début de l'inspiration, la fin de l'inspiration, c'est rien à voir. Hein. Je pourrais dire, là, ça change vachement. Où est-ce qu'il est, ma focalisation en un point, là? Mais la sensation, elle est aussi changeante que le souffle. Parfois, c'est douloureux, parfois, c'est plaisant, parfois, c'est neutre. En fait, on se rend compte que quand on dit méditer sur un objet, ça ne veut pas dire que l'objet il n'est pas constitué de plein de choses, en fait. Mais en tout cas, nous, on n'est pas plongé dans la rivière en train de regarder les morceaux de bois un par un. On est sur la rive et on regarde avec une vision d'ensemble. Faites le test. Quand vous inspirez, quand vous expirez, ça, c'est la respiration. Mais il y a plein de choses qui changent. Mais vous, qui êtes l'observateur, maintenez un point de vue stable. Du côté de l'objet, ça change, mais du côté de vous qui l'observez, vous restez immobile. À travers la confiance que ce sur quoi vous méditez, c'est votre objet. Faites juste le test. Lorsque vous inspirez, sachez que vous êtes en contact avec l'objet de la respiration, l'objet unique de la respiration, même si ça change, même s'il est impermanent. Quand vous expirez, sachez reconnaître que c'est l'expiration, mais que c'est la respiration. La respiration, elle est faite de plein de choses qui changent. Donc même si l'objet change, ça reste la respiration. Ça reste, vous ne changez pas d'objet en fait. Mais tout objet est constitué de quelque chose. Le corps est constitué de plein d'éléments, la respiration est constituée de plein d'éléments. Vous ne pouvez pas vouloir que l'objet soit unique, constitué de rien. Parce que rien n'existe comme ça. Tout est constitué de quelque chose. Tout est fait de parties. Ok ? Lorsque j'inspire, je sais que c'est la respiration.
Lorsque j'expire, je sais que c'est la respiration. Ok, maintenant faites le test. Essayez de comprendre les différentes parties de la respiration. Essayez de voir qu'il y a un début où vous commencez à lancer l'inspire et vous avez l'expire où la respiration vient se terminer. C'est deux choses différentes. Hein. Percevez la différence entre le début de l'inspire et la fin de l'inspire. Percevez maintenant la différence entre l'inspire et l'expire. Il y a bien une différence entre les deux. Hein. Et bien ça, c'est plus de la méditation de shamatha, ça. Ça, on vient différencier, on vient essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que le souffle. Dans l'un, on vient différencier, méditation analytique, même si vous n'êtes pas en train d'utiliser une formule mathématique ou un truc compliqué, mais vous venez de différencier, c'est une méditation de discernement. Et si vous venez juste vous dire, ok, ça c'est la respiration, c'est fait de plein de choses, bien sûr, c'est impermanent. Ça, c'est le départ de la méditation de calme mental. Ok ? Ça, c'est le placement. Placement, oui. Placement, c'est la collection. Méditation analytique, c'est la différenciation. Quand vous savez vraiment faire la différence entre ces deux, vous reconnaissez deux procédures de l'esprit qui sont fondamentales dans le développement de la méditation. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Parce que l'amour, la bienveillance va être produit au départ par cette différenciation. Pourquoi je devrais faire ça ? Pourquoi je devrais méditer sur l'amour ? Et ensuite, on génère de plus en plus de cet état de l'amour, de bienveillance, et il y a un moment, on n'a plus besoin des mots. Et là, on vient collecter notre expérience et demeurer dessus. On fera des tests. Hein. Ok ? On va partir en pause, oui. Donc si on se met trop près en fait, de son objet d'attention, on Oui. distingue trop précisément, on n'est plus dans shamatha. Oui, alors c'est vrai que quand on commence la méditation de calme mental et qu'on va trop dans les détails, on a tendance à tomber un peu dans l'analyse. Et ça ne va pas permettre à l'esprit de se focaliser en fait. Quand on est trop pointilleux, le petit micro-poil, on peut le faire à un certain niveau de développement de la concentration, mais si on le fait dès le départ, en fait, on fait de l'analyse, on fait du discernement. On vient différencier les choses. Mais dans le sutra l'Anapanasati Sutta, qui est un sutra fondateur de la pratique de la pleine conscience dans la tradition Theravada, Bouddha commence par dire « quand j'inspire, je sais que j'inspire, quand j'expire, je sais que j'expire ». On commence par la différenciation, en fait, pour comprendre sur quoi on doit méditer, pour devenir familier du souffle. Et la Matsongkhapa dit « la pleine conscience, elle opère sur un objet familier ». Donc la tradition tibétaine dit exactement la même chose, sauf que l'aborde par différentes manières. On commence par être sûr de se dire « ça, c'est le souffle ». J'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je sais que j'expire. Ensuite, l'Anapanasati Sutta dit « je calme l'activité de la respiration ». Et là, on rentre vraiment dans la pratique de la stabilité. Et on trouve le corrélat de ça dans la tradition tibétaine. Il y a un moment, quand on commence la méditation analytique, on n'essaie plus de rentrer dans les détails. On se satisfait de la manière minimale que l'objet a d'apparaître dans l'esprit. On vient collecter. Ok ? Dans ce matin, c'était entre la lèvre supérieure et la narine. On peut le faire, oui. Et toi, tu disais que c'était sur une vision plus globale. On peut faire les deux. On peut faire les deux. En fait, on dit que si on fait sur le tour des narines, ça a tendance à stimuler la clarté mentale, mais ça peut aussi faire tomber dans l'analyse.